Vous savez, on a tous un peu ce sentiment, parfois, que maintenir un poids santé, c'est comme essayer de nager à contre-courant. C'est une bonne image, oui. On fait attention, on lit les étiquettes, on essaye de bouger un peu plus. Et pourtant, on a cette impression que le moindre écart se paye cash, quoi. Oui. Et si cette lutte, en fait, n'était pas seulement une question de volonté? Si le courant contre lequel on nage, il n'était pas juste dans notre tête, mais qu'il était intégré à l'environnement même qui nous entoure? C'est exactement la question qu'on explore aujourd'hui. On va se pencher sur un texte du linguiste et sociologue Pierre Frazet qui s'intitule L'environnement obésogène et le complexe agroalimentaire. Hmm. Notre mission, c'est de plonger dans ce texte pour comprendre comment, d'après lui, notre quotidien serait calibré presque par défaut pour nous faire prendre du poids. On va vraiment décortiquer ce concept d'environnement obésogène. Et ce qui est puissant, je trouve, dès le départ, c'est que l'auteur nous force à changer complètement de lunettes. Ah oui, oui, le débat public est souvent bloqué sur la question que doit-on manger? Lui, il la déplace et demande plutôt contre quoi luttons-nous lorsque nous mangeons? Et ça change tout. Ah oui, c'est plus la même question. Non, on n'est plus dans une simple affaire de choix personnel, mais dans une analyse des forces, des structures qui pèsent sur ces choix. D'accord, alors allons-y, plongeons. La base de tout ça, c'est la calorie. Le texte nous rappelle qu'au début du XXe siècle, c'est devenu l'unité de mesure un peu magique du sain et du malsain. C'est ça. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est plus tellement de la trouver, c'est plutôt d'y échapper. C'est le point de départ de toute sa réflexion. L'industrialisation a rendu la calorie non seulement abondante, mais omniprésente. Et le texte est très efficace pour nous le montrer. Comment ça in situ? Il ne parle pas de concepts abstraits, il liste des choses de notre quotidien. Le smoothie acheté en vitesse entre deux rendez-vous, la barre tendre qu'on croit saine. Ah oui, la fameuse barre de céréales santé, voilà. Les sodas, les plats préparés. L'exposition est permanente. Et il va même plus loin. Il mentionne les distributeurs automatiques dans les écoles, dans les hôpitaux, les cinémas, les gares. C'est vrai. Des endroits où on ne s'attend pas forcément à être sollicité de cette manière. Waouh! Quand on y pense comme ça, c'est presque angoissant. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'endroit neutre. Même un hôpital ou une école, des lieux qui sont censés être dédiés à la santé, participent à ce bruit de fond alimentaire constant. C'est assez troublant. C'est exactement ça. Il n'y a plus de sanctuaire. Et là où l'analyse devient vraiment percutante, c'est qu'il montre que ce n'est pas qu'une question de ce qui est disponible à la vente. Ah non. Non. La calorie se cache, ou plutôt, elle s'embusque, pour reprendre son image, dans l'organisation même de nos vies. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement ce qu'il y a dans mon frigo, mais c'est le design de ma ville qui est en cause. Précisément. Le texte détaille plusieurs aspects. D'abord, la sédentarité au travail. Oui, les emplois de bureau. Voilà. La majorité des emplois sont des emplois de bureau. On passe 8 heures assis. Ensuite, les transports. La voiture est reine, souvent par nécessité plus que par choix. Et puis, le point le plus fascinant, je trouve, l'urbanisme. L'urbanisme. Oui, l'auteur décrit comment l'aménagement de nos villes et de nos banlieues est souvent un obstacle direct à l'activité physique. C'est fou de penser à ça. L'auteur dit en fait que la décision d'un urbaniste, prise il y a 30 ans, sur la largeur d'un trottoir ou l'absence d'une piste cyclable, a un impact direct sur notre poids aujourd'hui. On n'imagine pas que ces choses sont liées, et pourtant. Les exemples sont très concrets. Des quartiers sans trottoir, des pistes cyclables inexistantes ou dangereuses, un éclairage public insuffisant qui rend la marche le soir peu attrayante. Clairement. Et surtout, il y a le concept de zonage qui sépare radicalement les zones résidentielles des zones commerciales. Oui, Si pour acheter une simple baguette de pain, il faut systématiquement prendre la voiture, la petite marche santé du quotidien disparaît. mon quartier est donc une zone de guérilla nutritionnelle. Le vrai danger, ce n'est pas le carrefour, c'est l'absence de pistes cyclables. C'est un peu l'idée. Plus sérieusement, si on résume cette première idée, l'environnement moderne a créé un déséquilibre flagrant. Il rend la consommation de calories incroyablement facile, accessible, tout en rendant leurs dépenses de plus en plus difficiles, optionnelles même. C'est un piège parfait, un piège structurel. Le texte dit que le quotidien lui-même est devenu un facteur de risque. Et il utilise une phrase qui frappe. Maquel, il dit « Le moindre relâchement de la vigilance fait inévitablement courir le risque d'être en surpoids. La norme, en gros, le chemin de moindre résistance, mène au gain de poids. Donc, rester en forme demande un effort conscient et constant. » Exactement, d'accord. Le décor est planté. On vit dans un piège à calories. Mais bon, ce piège, il ne s'est pas construit tout seul. Est-ce que l'auteur identifie un architecte derrière tout ça? Oui, et il le nomme très clairement, le complexe agroalimentaire. Le complexe agroalimentaire. Ça sonne un peu comme le nom d'un méchant dans un film d'espionnage. Concrètement, qu'est-ce que l'auteur met derrière ce terme? On parle de qui exactement?
Pour l'auteur, c'est simple. Cette industrie ne suit qu'une seule règle, celle du marché. Son modèle est basé sur la production de masse pour une consommation de masse. D'accord. Et en s'appuyant sur de nombreuses études, le texte avance que toutes les stratégies de ce complexe, de la production à la transformation, en passant par la distribution et un marketing omniprésent, sont optimisées pour nous faire manger plus. Toujours plus. Et surtout, des aliments toujours plus denses en calories, en sucre, en sel et en gras. Parce que ce sont ces produits qui sont les plus rentables à produire et à vendre. Mais attendez, là je dois vous interrompre. Je vais me faire un peu l'avocate du diable. Allez-y. Quand je vais faire mes courses, je vois des rayons entiers de produits bio, allégés, sans gluten, santé. Bien sûr. L'industrie ne fait-elle pas justement des efforts pour répondre à une nouvelle demande? L'auteur est peut-être un peu trop cynique, non? C'est une excellente objection et le texte l'anticipe parfaitement. La réponse de l'auteur est nuancée, mais implacable. Ah, Il ne nie pas cette adaptation. Au contraire, il dit que c'est la preuve même de la logique du complexe. S'il perçoit une tendance de marché pour les aliments santé, il va s'y engouffrer. Mais la motivation profonde, selon le texte, n'est jamais la santé publique. C'est de protéger ou d'agrandir ses parts de marché. donc si je comprends bien, l'auteur dit que peu importe qu'on leur demande des salades ou des sodas, ils nous les vendront avec le même enthousiasme. Le but n'est pas notre santé, c'est simplement de capter la tendance du moment pour la transformer en profit. Exactement. Le texte va même plus loin. Il suggère que cette industrie sait pertinemment que le produit miracle santé qu'elle promeut aujourd'hui sera probablement dénoncé par la science dans 5 ou 10 ans. Ah oui, quand même. Mais ce n'est pas grave, car d'ici là, une autre mode aura émergé et elle s'adaptera à nouveau. C'est un cycle d'adaptation marketing permanent. L'objectif est de maintenir le volume des ventes, peu importe la nature du produit. C'est vertigineux. Surtout quand le texte cite le sociologue Claude Fischler qui affirme que ce complexe a le pouvoir d'uniformiser les goûts à l'échelle planétaire. On ne parle plus seulement d'influencer l'achat d'une boîte de céréales, mais de reconfigurer des cultures alimentaires entières. Et c'est un phénomène mondial. L'auteur s'appuie ici sur l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui confirme que le développement économique, l'urbanisation, la mécanisation, Créer ces environnements obésogènes absolument partout. partout, ce n'est plus un problème de pays riches. Le texte cite même que les grandes multinationales de l'alimentaire sont aujourd'hui des investisseurs majeurs dans les pays à faible et moyen revenus. Elles exportent ce modèle partout où elles le peuvent. D'accord. Le système est énorme, global, mais alors où est-ce que ça nous laisse, nous, l'individu? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas de ma faute si je craque pour un beigne en rentrant du travail? Est-ce que ce raisonnement nous déresponsabilise complètement? Non, et c'est la grande subtilité du texte. Il ne dit jamais que le choix individuel n'existe plus ou que la responsabilité personnelle est nulle. Bien sûr qu'on a le choix. Heureusement. Cependant, et c'est le point crucial, il replace ce choix dans son véritable contexte, celui d'une pression systémique énorme. Faire le bon choix, le choix santé, demande un effort de tous les instants, une vigilance, une éducation et souvent plus d'argent et de temps. Alors que le mauvais choix, À l'inverse, le mauvais choix est facile, pas cher, accessible et promu en permanence. c'est l'analogie du terrain en pente que vous mentionniez tout à l'heure. L'effort pour monter la pente, manger sain, être active, est immense, alors que la moindre perte d'attention nous fait glisser vers le bas. C'est une excellente image. Pour structurer cette idée, l'auteur décrit ce qu'il appelle l'infrastructure de la prise de poids. Et il la décline sur 4 niveaux. C'est très éclairant. Ah oui? Au sommet, il y a le niveau international, les accords de libre-échange des multinationales. D'accord. En dessous, le niveau national, les politiques agricoles qui vont subventionner le maïs plutôt que les légumes, les politiques d'urbanisme dont on a parlé. Puis le niveau de la communauté, j'imagine. Le quartier? Exactement. Le niveau communautaire. Est-ce que mon quartier a un marché public, des parcs sécuritaires, des commerces de proximité, ou est-ce un désert alimentaire rempli de fast-food? Et tout en bas, Et tout en bas de cette pyramide, au bout de la chaîne, il y a l'individu. L'individu est donc le réceptacle final de toutes ces pressions. Il n'est pas un pion sans volonté, mais il joue sur un échiquier où toutes les pièces sont déjà placées contre lui. en résumé, donc, si on synthétise cette analyse de Pierre Fraser, le grand changement qu'il propose, c'est de passer d'une vision centrée sur la culpabilité de l'individu à une analyse du système. Oui, du système dans lequel nous évoluons. Selon lui, on baigne dans un environnement où l'urbanisme, nos modes de vie et surtout la logique de marché du complexe agroalimentaire conspirent, peut-être même sans intention consciente,
pour rendre le gain de poids quasi inévitable. Le principal enseignement, à mon sens, c'est vraiment ce changement radical de perspective. Plutôt que de se dire « je manque de discipline », ce qui est terriblement culpabilisant, Oui, le texte nous invite à lever la tête et à observer les structures qui nous entourent. Il met en lumière une réalité qui est profondément contre-intuitive dans notre monde d'abondance. Faire le choix sain est devenu un effort, presque un acte de résistance. Un acte de résistance alors que le choix le moins sain est celui de la facilité, de l'accessibilité, celui qui nous est présenté comme la norme. et ça laisse une question fascinante en suspens pour la suite. Le texte montre très bien que ce complexe agroalimentaire est incroyablement adaptable. On l'a vu avec la mode du manger sain. Tout à fait. Alors, s'il est si flexible, si réactif à la demande, pourrait-on imaginer un jour qu'il soit réorienté dans ce sens? Pas seulement pour nous vendre des produits étiquetés santé avec un bon marketing, mais pour participer activement à la création d'un environnement qui soit, dans sa structure même, réellement plus sain. C'est une bonne question. Autrement dit, est-ce que les logiques du marché et les impératifs de santé publique, qui semblent aujourd'hui si opposés, pourraient un jour converger? La question reste ouverte.